Un laboratoire d'IA chinois vient de sortir un modèle tellement bon marché, tellement ouvert et tellement optimisé de façon agressive qu'il a peut-être forcé OpenAI à commencer à tester GPT 5,6 avant que quiconque ne soit censé s'en apercevoir. Ce n'est que la première partie de l'histoire. Pendant que tous suivaient à la course des modèles, DeepSeek a lancé V4 baisser les prix de l'API jusqu'à 90% et prouver sa compatibilité avec les puces Nvidia et Huawei. A lancé un système multimodal permettant à l'IA de pointer ce qu'elle voit et a soudainement transformé toute l'industrie en une guerre des prix. En même temps, OpenAI a dû gérer l'un des bugs les plus étranges que nous ayons vus dans un modèle de pointe. GPT 5,5 est soudainement devenu obsédé par les gobelins, les gremlins, les trolls et des références aléatoires à des créatures. Puis, en plein milieu de tout ça, les développeurs ont remarqué quelque chose d'étrange dans les journaux back-end de Codex, un mappage de route intitulé GPT 5.6. Donc maintenant, la question est assez évidente. Ce laboratoire chinois a-t-il poussé OpenAI à passer en mode accéléré? Lorsque V4 est arrivé, il est entré sur un marché saturé, rempli de concurrents puissants américains et chinois. Son impact résulte de la combinaison des éléments qui l'entourent. Il est open source, permettant aux utilisateurs de le télécharger, modifier et développer à partir de celui-ci. Son fonctionnement est très peu coûteux. Ses capacités de raisonnement et d'agent sont plus avancées que les versions précédentes. Et peut-être plus important encore, il s'intègre dans l'écosystème d'IA national chinois en pleine croissance, des puces au cloud en passant par les modèles. Cet aspect de matériel est énorme. Les modèles précédents dépendaient principalement de l'écosystème CUDA de Nvidia. V4 a maintenant été validé à la fois sur les processeurs Nvidia et les processeurs Ascend de Huawei. Des entreprises chinoises de puces comme MetaX, Cambracon et Morthreads ont annoncé leur soutien. L'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications teste aussi le modèle, preuve qu'il s'inscrit désormais dans une initiative nationale plus large. Cela signifie que la Chine n'essaie plus seulement de construire des modèles puissants. Elle cherche à bâtir un écosystème d'IA complet qui peut survivre sans dépendre des puces les plus avancées de Nvidia. Et si les supernœuds Ascend 950 de Huawei sont déployés à grande échelle au cours du second semestre de cette année, le F4 Pro pourrait devenir encore moins coûteux à faire fonctionner. C'est là que la pression sur OpenAI, Anthropic et Google devient très réelle. Le nouveau modèle est décrit comme l'un des grands modèles de langage open source les plus puissants actuellement disponibles. L'entreprise dit avoir renforcé le raisonnement et l'agentivité, permettant de gérer des tâches plus complexes et à étapes multiples. En même temps, elle admet qu'elle reste en retard par rapport aux modèles fermés les plus performants dans certains domaines, y compris Claude 4.6 et Gemini 3.1 Pro. Pour beaucoup d'entreprises, cela change totalement la donne. Shomangdi Disse a déclaré que le marché mondial de l'IA se divise lentement en deux camps, le modèle américain et le modèle open source chinois. Cela paraît dramatique, mais c'est bien ce qui se passe. D'un côté, vous avez des systèmes fermés provenant d'OpenAI, Anthropic et Google. De l'autre, vous avez des modèles qui deviennent moins chers, plus contrôlables, plus transparents et mieux adaptés au matériel local et à la réglementation, et puis sont arrivées les baisses de prix. DeepSeek a réduit les prix de son API jusqu'à 90%. Pour V4 Pro, un rapport indiquait que le coût par million de tokens d'entrée est passé d'environ 14,5 centimes à seulement 3,6 centimes. En Chine, les mises à jour des tarifs publiées le 26 avril montraient que le coût des entrées mises en cash S4 Flash tombait à 0,02 yuan par million de tokens. Le modèle V4 Pro axé sur les entreprises a vu son prix promotionnel d'entrée en cash chuter à 0,025 yuan par million de tokens. C'est incroyablement bas. Et cela change la donne, car le goulot d'étranglement n'est plus la création, mais le flux de travail. Automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID.
Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Pour tester Xfield Canvas, le lien est en description. Très bien, revenons maintenant à V4. Un utilisateur, Yang Hua, d'une entreprise de jeux vidéo à Shanghai, a déclaré avoir utilisé V4 pour gérer des fichiers et n'a dépensé que 0,56 yuan. Il a affirmé que cela coûtait moins d'un dixième de ce qu'il payait avec un précédent modèle américain, avec une efficacité et une capacité presque identiques selon lui. Reliez cela à ce qui se passe actuellement dans les grandes entreprises. L'utilisation de l'IA en entreprise explose si rapidement que les gens utilisent désormais le terme token maxing. Disney aurait eu certains ingénieurs utilisant Claude environ 50 et 1000 fois par jour, ce qui a obligé l'entreprise à créer un tableau de bord d'adoption de l'IA pour suivre l'utilisation. Meta disposait d'un tableau de bord interne devenu un classement où les employés rivalisaient pour la première place d'utilisation de l'IA avant que cela ne soit stoppé. Visa a dépensé 1,9 billion de tokens en mars. Quand un modèle performant devient moins cher, cela ne fait pas qu'économiser, cela modifie aussi les comportements. Les équipes utilisent plus l'IA, davantage de flux sont automatisés et plus d'outils internes connectés. De plus en plus d'entreprises s'interrogent sur la nécessité de payer cher chaque tâche. Val Berkovici de Weka l'a résumé simplement. Les labos de pointe peuvent tenter de maintenir les prix au départ, mais l'utilisation des jetons ne cessera d'augmenter. Le paradoxe de Jevon reste indétrônable. Quand un produit devient moins cher et plus utile, la consommation augmente. Voilà le vrai danger pour les laboratoires américains. Un modèle moins cher n'a pas à exceller dans tous les benchmarks. Il doit juste être assez bon pour de nombreuses tâches quotidiennes, puis l'avantage du coût s'impose. Mais cela devient plus intéressant quand on passe du texte à la vision. Juste avant les vacances du 1er mai, l'équipe a publié un rapport technique intitulé Thinking with Visual Primitives. Ce travail provient de DeepSeek, de l'université de Pékin et de l'université Tsinghua, et il s'attaque à l'une des faiblesses les plus agaçantes de l'IA multimodale. Les modèles voient une image, mais perdent malgré tout le fil de leur discours. Le rapport appelle cela le fossé de référence. La plupart des modèles multimodaux se sont concentrés sur le fossé de perception. Ils essaient simplement de voir plus clairement. Ils utilisent des images en plus haute résolution, le recadrage, le zoom, la rotation, la division dynamique de l'image et le traitement à plusieurs échelles. OpenAI a parlé de réfléchir avec des images. Gemini et Claude ont aussi amélioré le traitement des détails visuels. Cette nouvelle recherche emprunte une autre voie. Elle affirme que voir plus de pixels n'est pas toujours le vrai problème. Parfois, le modèle peut voir l'image, mais il n'arrive toujours pas à garder une référence stable au même objet pendant le raisonnement. Cela semble anodin, mais perturbe de nombreuses tâches visuelles. Par exemple, un modèle comptant des personnes dans une foule dense peut perdre le fil de son compte. Demandez-lui si un condensateur rouge est à gauche ou à droite d'une inductance sur un schéma, la réponse risque d'être vague ou contradictoire. Demandez-lui de résoudre un labyrinthe, et les descriptions purement textuelles commencent à montrer leurs limites, parce que des expressions comme le chemin à gauche ou l'objet près du centre sont trop vagues. Donc, les chercheurs ont en gros donné au modèle un moyen de pointer du doigt. Pas physiquement, bien sûr. Le système utilise des points et des boîtes englobantes comme outil de raisonnement. Quand il parle d'un objet, il peut associer cet objet à des coordonnées. Au lieu de simplement dire l'ours à gauche, il peut placer une boîte autour de l'ours et continuer à faire référence à cet emplacement précis pendant qu'il poursuit son raisonnement. Le rôle des marqueurs visuels évolue. Avant, les boîtes englobantes étaient vues comme des résultats finaux. Le modèle analysait, puis dessinait une boîte pour indiquer sa détection. Ici, la boîte fait partie intégrante du processus de réflexion lui-même. Le modèle pointe pendant qu'il raisonne. Lorsque le modèle compte les personnes dans une foule, il peut en gros pointer chaque personne et garder le compte au lieu de perdre le fil. En résolvant un labyrinthe, il marque les chemins explorés, revient des impasses et poursuit au bon endroit. Lorsqu'il suit des lignes emmêlées, il reste sur la bonne ligne sans passer sur la mauvaise, tout en utilisant bien moins de mémoire visuelle que ses concurrents. Pour une image de 800 par 800, il conserve environ 90 entrées de mémoire visuelle. Claude en utilise environ 870, Gemini environ, 1100 GPT, 5,4 environ, 740 et Kun environ 660. Donc, il n'essaie pas de tout regarder plus attentivement, il essaie seulement de se souvenir de ce qui compte. Cela signifie des réponses plus rapides, des coûts plus bas et une meilleure utilisation dans des systèmes en temps réel comme les robots, les voitures autonomes et l'analyse vidéo. L'équipe l'a entraîné sur plus de 40 millions d'exemples visuels, incluant des tâches de comptage, des labyrinthes et des casse-têtes de lignes.
Et les résultats étaient solides. Il a battu GPT 5.4 et Claude sur plusieurs tests de comptage et de labyrinthe, y compris la maze navigation, où il a obtenu un score de 66,9%, tandis que GPT 5.4 a obtenu 50,6% et Claude 48,9%. Il a encore des limites, notamment sur les détails comme les scans médicaux ou les défauts en usine. L'idée principale est forte. L'avenir de la vision par IA n'est peut-être pas de voir plus de pixels, mais de savoir exactement où regarder. Pendant que tout cela se passait, OpenAI a connu une semaine très différente. GPT, 5, 5 est puissant, mais les utilisateurs ont commencé à remarquer un schéma étrange. Le modèle mentionnait de façon aléatoire des gobelins, des gremlins, des trolls et d'autres créatures dans des conversations où ils n'avaient rien à faire. Quelqu'un a posé une question sur du matériel photo, et le modèle a évoqué un mode gobelin néon sale. Une autre personne a parlé des performances du code, et le modèle a prévenu d'un gobelin des performances. D'après les rapports, Arena IA a constaté une augmentation statistiquement significative de l'utilisation de mots comme gobelin, gremlin et troll par GPT, 5,5, surtout lorsque le mode de réflexion avancé n'était pas activé. La réponse d'OpenIA a, d'une certaine manière, rendu la situation encore plus drôle. Le prompt système de Codex aurait interdit les gobelins, gremlins, ratons laveurs, trolls, ogres, pigeons et d'autres créatures, sauf si elles étaient clairement pertinentes. L'interdiction a été répétée plusieurs fois et, une fois découverte par les utilisateurs, Internet a réagi comme d'habitude. Les gens ont tenté de faire dire au modèle le mot interdit. Et oui, il l'a quand même dit. En même temps, Codex lui-même est devenu beaucoup plus sérieux. L'application peut désormais résumer les changements, analyser les données, aider à prendre des décisions sur Slack, Gmail et le calendrier, organiser la recherche, créer des feuilles de calcul et des présentations, comparer des options et suivre les compromis. Greg Brockman a dit qu'il était complètement tombé amoureux de l'application Codex après avoir utilisé le terminal pendant 20 ans. Sam Altman a dit que Codex vivait son moment ChatGPT, puis il a plaisanté à propos du moment Goblin. Donc OpenAI paraît puissante, ambitieuse et un peu chaotique à la fois. Codex s'oriente clairement vers le super agent, où l'IA ne se contente pas de discuter, mais agit dans toute votre vie numérique. Et puis, en plein milieu de tout ça, GPT 5.6 apparaît dans les journaux du back-end. Encore une fois, cela ne signifie pas que GPT 5,6 a été lancé. Cela ressemble plutôt à un routage précoce, à des tests internes ou à un déploiement Canary, mais le moment est difficile à ignorer. Un modèle open source chinois moins cher commence à attaquer le marché par le bas. Le modèle d'OpenAI présente une bizarrerie publique. Codex se développe rapidement, et soudainement, le nom du prochain modèle est déjà visible en coulisses. Il y a aussi une histoire de leadership au sein même de l'entreprise chinoise. Le fondateur Liang Wenfeng serait resté largement à l'abri des regards depuis une réunion télévisée avec Xi Jinping en février de l'année dernière. Les documents officiels indiquent que sa participation est passée de 1% à 34%. Son capital libéré est passé de 100 000 yuans à 5,1 millions de yuans, tandis que le capital social enregistré est passé de 10 millions à 15 millions de yuans. Dans le même temps, le chercheur principal Chen Dairi est devenu beaucoup plus visible. Il a travaillé sur V3, R1 et V4, a rejoint l'entreprise en 2023, a étudié à l'université de Pékin et ses articles ont été cités plus de 22 000 fois. Il a représenté l'entreprise au NVIDIA GTC et à un événement soutenu par l'État, où il a averti que les entreprises d'IA devraient dire au public quels emplois risquent de disparaître en premier. Après le lancement de V4, il a écrit que l'équipe partageait des résultats dans lesquels elle avait mis tout son amour après 484 jours, tout en poursuivant le long-termisme et l'open source pour tous. La rétention des talents semble également plus forte que ce que certains attendaient. L'équipe de recherche et d'ingénierie serait passée de 212 au début du mois de décembre à 270, soit une augmentation de plus de 27%. Parmi les 18 contributeurs clés de R1, la majorité est encore là. Seuls 2 sont partis. Guodaya chez ByteDance, la destination de Zhang Hawei reste inconnue. Attention, une capture d'écran virale montrant un modèle corrigeant un bug oublié par un autre ne prouve pas grand-chose. Le nouveau modèle est peut-être juste meilleur sur ce cas précis ou a eu de la chance. Le prompt convenait peut-être mieux à son style. Les LLM étant stochastiques, une seule tentative ne constitue pas un benchmark. C'est important parce qu'on va voir beaucoup de gens dire que V4 a résolu quelque chose sur lequel GPT 5.4 ou Claude 4.6 a échoué. Certains de ces exemples seront réels, d'autres seront sélectionnés de manière biaisée. Le meilleur test est de vérifier si cela fonctionne de façon cohérente dans votre flux de travail, avec votre stack, code, prompt et limite de coût. Et c'est pour ça que cette sortie est si dangereuse. Elle n'a pas besoin de réussir chaque tâche.
Elle doit seulement être suffisamment puissante, abordable, ouverte et facile à déployer. Pour beaucoup d'entreprises, c'est peut-être la formule qui compte. Donc oui, l'arrivée de GPT 5.6 maintenant a du sens. OpenAI peut toujours rester en tête. Mais la pression venant d'en bas devient de plus en plus forte. La guerre de l'IA porte désormais sur le coût, la vitesse, les puces, les agents, la vision, l'open source, et sur qui pourra rendre l'intelligence assez bon marché pour qu'elle se répande partout. Et V4 vient peut-être de rendre cette guerre impossible à ignorer. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, nous avons créé une chaîne dédiée. Les liens sont en description. Allez voir. Selon vous, que va-t-il se passer ensuite ? Est-ce qu'OpenAI va bientôt répondre avec GPT 5,6 ? Ou bien est-ce que le côté open source continue de combler l'écart plus vite que prévu ? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez plus de mises à jour sur l'IA comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.